15 juin 1945, 11h23. Le commandant Henri Dubois de la Marine royale se tenait dans la cale sèche de Brest, devant le sous-marin allemand U-511 type 21. Ses mains tremblaient, tandis qu'il déchiffrait les documents techniques. Le système de turbine Walter atteignait 25 nœuds en plongée. Ses propres sous-marins britanniques plafonnaient à 8 nœuds. Ce n'était pas une simple amélioration graduelle. C'était une refonte complète de la guerre sous-marine. Le commandant Dubois nota dans son journal de bord « Nous n'avons pas gagné la guerre, nous l'avons terminée, avant qu'ils ne nous anéantissent. » Les chiffres ne laissaient place à aucun autre constat, tandis que les sous-marins alliés devaient passer 95% de leur temps à la surface. Le type 21 pouvait rester invisible pendant des semaines, alors que les sous-marins britanniques mettaient 2 heures à faire surface. Le type 21 était prêt au combat en 12 minutes. Et ce système Walter, 80% de peroxyde d'hydrogène, qui se décomposait à 600 degrés C, produisant 4500 chevaux-vapeur à partir d'un moteur de seulement 3 tonnes, Dubois savait, cette technologie devait être copiée, à tout prix. La situation avant la révolution Walter était primitive. En 1935, les sous-marins se mouvaient sous l'eau comme des tortues lentes à travers les océans. La classe S britannique atteignait 9 nœuds en plongée pendant 90 minutes au maximum. La classe Gâteau américaine atteignait 8,75 nœuds pendant 48 heures, avant que les batteries ne soient épuisées. Les sous-marins soviétiques de la classe Shchuka rampaient à 8,5 nœuds dans les profondeurs, avec une autonomie de seulement 105 000 marins en plongée. Chacun de ces sous-marins était fondamentalement un navire de surface, capable de plonger, et non un véritable engin sous-marin. La raison était simple. Les moteurs diesel ont besoin d'oxygène, sous l'eau. Les sous-marins devaient passer aux moteurs électriques alimentés par des batteries au plomb. Ces batteries étaient lourdes, inefficaces, et se vidaient après quelques heures. Un sous-marin des années 1930 en plongée était pratiquement sans défense. Il ne pouvait ni fuir rapidement, ni attaquer efficacement. C'était une cible facile. Puis vint le professeur Helmuth Walter, né en 1900 à Wedel, près de Hambourg. Il étudia l'ingénierie mécanique à l'Université technique de Berlin-Charlottenbourg. En 1933, à seulement 33 ans, il développa un concept que le commandement de la marine jugea fou. Une propulsion indépendante de l'air, basée sur le peroxyde d'hydrogène. La chimie était élégante. Le peroxyde d'hydrogène a une concentration de 80%, appelée T-Stoff, est stable à température ambiante. Mais, si on le fait passer sur un catalyseur de permanganate de potassium, il se décompose de manière explosive en eau et en oxygène. La réaction est exothermique et atteint des températures de 600 degrés C. Cette vapeur surchauffée entraîne une turbine. Pas de moteur diesel, pas de batterie, pas besoin de faire surface. Walter présenta ses calculs à la Kriegsmarine en mars 1934. Les amiraux fixèrent les chiffres. Une vitesse théorique en plongée de 28 nœuds. Plus de 3 fois plus rapide que n'importe quel sous-marin existant au monde. Ils pensèrent que c'était impossible. Walter obtint tout de même le feu vert pour un moteur d'essai. Les premiers essais furent catastrophiques. Le 17 août 1936, le premier prototype explosa dans les Germania Werft à Kiel. 3 techniciens périrent. Le problème, le T-Stoff est très réactif à une concentration de 80%. Toute impureté, toute substance organique, même le sébum de la peau, peut déclencher une décomposition incontrôlée. L'explosion avait la force de 2 kg de TNT. Walter retourna à la planche à dessin. Il développa un système complexe de tuyaux en acier inoxydable, de chambres catalytiques en céramique et de soupapes de sécurité. Chaque pièce devait être fabriquée avec une précision de 0,01 mm. Chaque soudure fut radiographiée. Chaque joint torique en plastique PTFE spécial réussit 500 tests de pression.
Le 3 avril 1940, le moment était venu. Le sous-marin expérimental V-80 fut lancé à Kiel, 76 tonnes de déplacement, 24 mètres de longueur, propulsé par une turbine Walter de 2500 chevaux. Le 12 avril 1940, à 14h37, V-80 plongea dans la baie de Kiel. Ce qui se passa ensuite changea à jamais la guerre sous-marine. Le capitaine-lieutenant Waldemar von Steinkeller se tenait au périscope du V-80 et accéléra à fond. Le compteur de vitesse grimpa, 15 nœuds, 18 nœuds, 22 nœuds, à 23,6 nœuds. La vitesse se stabilisa. Le sous-marin vibrait, la turbine hurlait, mais ça marchait. Un sous-marin qui était plus rapide sous l'eau que la plupart des navires de surface. Les navires d'escorte à la surface ne pouvaient pas suivre. V-80 fit le tour de la baie en 47 minutes. Une distance de 21 000 marins, sans jamais faire surface. Puis vint le véritable miracle. V-80 arrêta la turbine, passa à un petit moteur diesel auxiliaire alimenté par l'oxygène contenu dans le T-Stuff et resta sous l'eau pendant encore 9 heures. Durée totale de la plongée, 9 heures et 47 minutes. Vitesse maximale, 23,6 nœuds. C'était 4 fois plus rapide et 10 fois plus long que n'importe quel sous-marin allié de l'époque. Von Steinkeller écrivit dans son rapport « J'ai l'impression d'avoir jeté un coup d'œil dans le futur, ce navire est invincible. » La Kriegsmarine reconnut immédiatement le potentiel. Le 6 juin 1940, le grand amiral Raeder approuva le développement du type 17, un plus grand sous-marin Walter pour les opérations de combat. 4 bateaux furent construits, U-792, U-793, U-794 et U-795. Chacun avait un déplacement de 312 tonnes en plongée, une longueur de 41,5 mètres et une turbine Walter de 2500 chevaux. Le premier essai de U-792, le 22 septembre 1943, dépassa toutes les attentes, sous le commandement du capitaine-lieutenant Friedrich Schäfer. U-792 atteignit une vitesse en plongée de 25,2 nœuds sur une distance de 67 000 marins. La consommation de carburant était énorme, 1,2 tonnes de T-Stuff par heure. Mais les possibilités tactiques étaient révolutionnaires. U-792 pouvait rattraper un destroyer ennemi, attaquer et s'échapper sans jamais faire surface. Les opérateurs sonars alliés signalèrent des contacts se déplaçant à 25 nœuds et furent déclarés incompétents par leurs supérieurs. Personne ne croyait qu'un sous-marin pouvait être aussi rapide. Puis vint le choc pour les Alliés. Le 28 avril 1945, U-2511, un sous-marin type 21 avec turbine Walter, capitula à Bergen, en Norvège. Le commandant Dubois fut l'un des premiers officiers alliés à inspecter le bateau. Ce qu'il vit le laissa pétrifié. Le type 21 combinait le système Walter avec une hydrodynamique révolutionnaire. La coque avait un coefficient de traînée de seulement 0,032. Contre 0,058 pour les bateaux britanniques de classe T, la turbine Walter était construite en 3 étapes. Première étape avec catalyseur de permanganate de potassium, deuxième étape avec surchauffe de la vapeur à 600 degrés C, troisième étape avec aube de turbine en acier au chrome crup qui supportait 8000 tours par minute. La puissance, 4500 chevaux vapeur, à partir d'un moteur qui aurait pu tenir dans une Citroën 2CV. Dubois ouvrit le journal de bord du Korvettenkapitän Adalbert Schnee, le dernier commandant de U-2511. Là, noir sur blanc, daté du 4 mai 1945, essai en mer au large des côtes norvégiennes. Plongée avec propulsion Walter, 25,1 nœuds sur 124 000 marins. Poursuite du destroyer américain USS Otter aurait pu le couler 3 fois. Interruption à cause de la capitulation. Les mains du commandant Henri Dubois tremblaient en lisant ces mots. Un sous-marin allemand avait traqué un navire de guerre américain, s'était positionné pour l'attaque et avait volontairement renoncé à attaquer.
Les Alliés n'avaient aucune idée de la proximité de la défaite totale en mer. Les détails techniques du système Walter étaient hallucinants. Le peroxyde d'hydrogène, ce fameux T-Stuff, était stocké dans des réservoirs en acier inoxydable, revêtus d'une couche protectrice d'oxyde d'aluminium. Les bouchons des réservoirs étaient munis de joints en PTFE d'une dureté de 60 Shor A et devaient être remplacés toutes les 50 heures de fonctionnement. Le catalyseur était constitué de permanganate de potassium, enrobé dans une matrice céramique à 98% d'oxyde d'aluminium. La température de décomposition était régulée à 600 degrés exactement, par injection d'eau distillée. Un thermocouple en platine-rhodium mesurait la température 50 fois par seconde. Avec une précision de plus ou moins 1 degré ici, en cas d'écart supérieur à plus ou moins 5 degrés I, une soupape de sécurité en Monel se fermait en 0,3 secondes. La turbine elle-même était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les aubes étaient fabriquées à partir d'un alliage spécial, 18% de chrome, 8% de nickel, 2% de molybdène, le reste en fer. Chaque aube était usinée individuellement sur une fraiseuse de précision Krupp, avec une tolérance de 0,05 mm. Les aubes étaient ensuite durcies à 1120 degrés et trempées dans l'huile, ce qui leur conférait une dureté de 58 HRC. Le carter de la turbine était en acier moulé, avec une épaisseur de paroi de 12 mm, et était contrôlé au rayon X pour détecter d'éventuelles cavités. L'arbre de la turbine tournait dans des roulements à rouleaux coniques de FAG Kugelfischer, lubrifiés avec une huile synthétique à base de silicone, stable jusqu'à 350 degrés Bli. La consommation de carburant était le talon d'Achille. À sa vitesse maximale de 25 nœuds, la turbine Walter consommait 1,2 tonnes de T-Stuff par heure. Un type 21 pouvait transporter 33 tonnes de T-Stuff, ce qui lui donnait une autonomie de seulement 150 000 marins à pleine vitesse. Mais les ingénieurs allemands avaient mis au point une solution, un système hybride. Pour les patrouilles normales, le sous-marin utilisait des moteurs diesel classiques en surface ou des moteurs électriques en plongée. Le système Walter n'était activé que pour les attaques ou les fuites. Avec cette tactique, un type 21 pouvait parcourir 15 000 milles marins, rester sous l'eau pendant 40 jours et être toujours prêt pour de courts sprints à 25 nœuds. La tactique était mortelle, attendre invisible, frapper vite, fuir plus vite encore. Aucun navire de guerre allié ne pouvait rivaliser. Les Alliés n'étaient pas seulement surpris. Ils étaient consternés. Le 10 mai 1945, 2 jours après la capitulation allemande, un avion de transport C-47 de l'US Navy atterrit à Cuxhaven. À bord, le commandant Edward Ellsberg et une équipe de 23 spécialistes. Leur mission: documenter chaque détail du système Walter. Ellsberg, un scaphandrier de sauvetage et ingénieur naval légendaire, avait reçu l'ordre directement de l'amiral King. Déterminer comment cela fonctionne, quel qu'en soit le prix. L'équipe d'Ellsberg passa 11 jours à inspecter l'U-Denny 511. Ils photographièrent chaque soudure, chaque tuyau, chaque vanne. Ils démontèrent la turbine Walter et mesurèrent chaque composant avec des micromètres. Ils prélevèrent des échantillons de matériaux sur les aubes de la turbine, le carter de la turbine, les catalyseurs. Ils copièrent 847 pages de dessins techniques. Le 21 mai 1945, Ellsberg écrivit dans son rapport: « Ce système a au moins 20 ans d'avance sur tout ce que nous avons. Les Allemands n'ont pas enfreint les lois de la thermodynamique, mais ils les ont poussées à la limite absolue. Chaque composant est conçu à la limite du techniquement possible. La précision est incroyable. Nous pouvons copier cela, mais cela prendra des années et coûtera des millions. L'opération Deadlight devait résoudre le problème. Le plan était simple. Couler tous les sous-marins d'Allemands avant que les Soviétiques ne mettent la main dessus,
Entre novembre 1945 et février 1946, 116 sous-marins allemands furent sabordés au large des côtes écossaises. Mais avant cela, les ingénieurs alliés avaient retiré tout ce qui avait de la valeur. Les turbines Walter des U-792, U-793, U-794, U-795, U-405, U-406 et U-407 furent démontées, emballées dans des caisses et chargées sur des navires de transport. Les Américains emmenèrent leurs turbines à Washington D.C., au David Taylor Model Basin, le centre de recherche de l'US Navy. Les Britanniques transportèrent leur butin à Barrow-in-Furness, au chantier naval Vickers-Armstrong. Les Soviétiques, arrivés trop tard, ne reçurent que l'U-1058, un type 21 endommagé qui se trouvait à Danzig. Mais ils obtinrent aussi quelque chose de plus précieux, des hommes. L'opération Ozo-Aviakim fut la réponse soviétique à l'opération Paperclip, dans la nuit du 21 au 22 octobre 1946. Le NKVD frappa à 2200 portes dans la zone d'occupation soviétique. À l'aube, 2200 scientifiques, ingénieurs allemands et leurs familles furent entassés dans des trains et déportés en Russie. Parmi eux, l'ingénieur diplômé Werner Voss, le concepteur en chef de la turbine Walter. Voss, âgé de 47 ans, avait consacré toute sa vie professionnelle au développement de la propulsion au T-Stoff. Les Soviétiques l'emmenèrent à Gorky, aujourd'hui Nijni Novgorod, dans un bureau d'études secret, camouflé en usine de tracteurs. Là, Voss reçut un ordre simple: reconstruisez la turbine Walter pour les sous-marins soviétiques. Il n'avait pas le choix. Sa femme et ses 2 filles étaient des otages. Voss travailla 9 ans à Gorky. Le résultat? La classe soviétique Project 617, code OTAN, Whale. Le premier sous-marin, le S-99, fut lancé en 1951. La turbine Walter était une copie exacte de l'original allemand. Puissance, 4000 chevaux. Vitesse, 21 nœuds en plongée. Le problème? Les Soviétiques n'avaient pas copié la technique de fabrication de précision, seulement la conception. Les aubes de la turbine cassaient après 50 heures de fonctionnement. Les catalyseurs se désagrégeaient après 30 cycles. Sur les 5 sous-marins construits, 2 explosèrent à cause d'une décomposition incontrôlée du T-Stoff. Le projet 617 fut abandonné en 1959, mais les Soviétiques avaient appris. Les Américains furent plus méthodiques, au David Taylor Model Basin. Ils construisirent un banc d'essai complet pour la turbine Walter capturée. Entre 1946 et 1952, ils effectuèrent 1247 essais. Ils varièrent les concentrations de T-Stoff entre 70% et 95%. Ils testèrent 17 mélanges de catalyseurs différents. Ils fabriquèrent des aubes de turbines à partir de 23 alliages différents. Les tests coûtèrent 18 millions de dollars, une somme gigantesque pour les années 1940. Le résultat? Une compréhension détaillée de chaque composant. Mais les Américains décidèrent finalement de ne pas adopter le système Walter. La raison était stratégique. Le T-Stoff était trop dangereux pour être utilisé en mer. Une seule fuite pouvait détruire tout le sous-marin. Au lieu de cela, les Américains sont investis dans la propulsion nucléaire. Mais l'hydrodynamique, la conception des turbines, les matériaux, tout cela s'est retrouvé dans les sous-marins américains. L'USS Nautilus, le premier sous-marin à propulsion nucléaire, avait une forme de coque directement copiée sur le type 21. Les aubes de turbine de la turbine à vapeur du réacteur nucléaire S2W étaient fabriquées à partir du même alliage Krupp que celui développé par les Allemands. Les roulements provenaient de FAG Kugelfischer, le même fabricant que pour le système Walter. Les Britanniques ont suivi une voie différente. Ils ont construit 2 sous-marins expérimentaux avec des turbines Walter, le HMS Explorer et le HMS Excalibur.
tous deux lancés en 1958. L'Explorer a atteint une vitesse de 26,5 nœuds en plongée lors des essais de 1960, un record britannique qui a tenu jusqu'en 1973. Mais les Britanniques ont également constaté que le T-Stuff était trop risqué. Le 23 juin 1961, un réservoir de T-Stuff a explosé lors d'un exercice au large de Portland. 3 marins sont morts. Le programme a été abandonné, mais la technologie a survécu. La conception de la turbine du HMS Explorer est devenue la base des turbines à vapeur de la classe Valiant, les premiers sous-marins nucléaires britanniques. La conception de la turbine était une copie directe de la turbine Walter allemande, simplement alimentée par un réacteur nucléaire au lieu de T-Stuff. La normalisation de l'OTAN a commencé en 1959, lors d'une réunion secrète à Norfolk, en Virginie, des officiers de marine américains, britanniques, français et canadiens se sont mis d'accord sur des normes communes pour la conception des sous-marins. Le document Stanag 1364, classifié jusqu'en 1989, stipulait que tous les sous-marins de l'OTAN devaient utiliser des principes hydrodynamiques dérivés du type 21 allemand. Toutes les aubes de turbines devaient être fabriquées à partir d'alliages de chrome, nickel, molybdène, spécifiés selon la norme DIN allemande 17440. Toutes les conduites de vapeur à haute pression devaient utiliser des soupapes de sécurité conformément au brevet allemand Walter de 767-543 de 1940. L'ironie était parfaite. L'OTAN, créée pour protéger l'Europe de l'Allemagne, normalisait sa technologie navale sur des développements allemands. Chaque sous-marin naviguant aujourd'hui sous le drapeau de l'OTAN porte les empreintes digitales du professeur Helmut Walter. Les applications modernes sont partout. Le sous-marin américain de la classe Virginia, le plus moderne de l'US Navy, utilise des aubes de turbines fabriquées à partir d'un alliage identique à 94% au développement allemand de 1943. Le revêtement, nitrure de titane, appliqué par un procédé PVD, le même procédé que Krupp avait développé en 1941 pour les aubes de turbine Walter. Le sous-marin russe de la classe Yasen utilise un système de pompage pour le circuit du réacteur directement dérivé des pompes haute pression de T-Stuff du système Walter. La pompe fournit 1200 litres par minute à une pression de 340 bars. Des spécifications identiques à celles de la pompe Walter allemande de 1944. Le sous-marin français de la classe Barracuda dispose d'un système de refroidissement de secours basé sur la soupape d'arrêt d'urgence allemande du système Walter. La soupape se ferme en 0,35 secondes, contre 0,30 secondes pour l'original allemand. La classe Astute britannique utilise des corps de turbine en acier moulé selon un procédé développé par Krupp pour le système Walter. Même les sous-marins chinois de type 093, censés avoir été développés de manière totalement indépendante, présentent des similitudes suspectes. La forme de la coque a un coefficient de traînée de 0,035, contre 0,032 pour le type 21. La configuration de la turbine, 3 étages, exactement comme dans le système Walter. Les spécifications des matériaux des conduites haute pression, identiques aux normes DIN allemandes de 1944. L'application commerciale est allée encore plus loin. La turbine à peroxyde d'hydrogène à haute pression développée par Walter est devenue la base des moteurs de fusée. La fusée britannique Black Arrow, qui a mis le satellite Prospero en orbite en 1971. Utilisait un moteur dérivé de la turbine Walter. La chambre de combustion, une conception identique. Le catalyseur, le permanganate de potassium, exactement comme en 1940. La fusée soviétique Proton, qui transporte de lourdes charges utiles dans l'espace depuis 1965. Utilise au premier étage un système de turbopompe que Werner Voss avait personnellement développé, sur la base de ses travaux sur Walter. Les moteurs SpaceX Merlin,
qui propulse la fusée Falcon 9. Utilise des turbopompes avec des roues en superalliage de nickel. La composition de l'alliage, 19% de chrome, 9% de nickel, 2,5% de molybdène. Presque identique à l'alliage Krupp de 1943. Avec seulement une teneur en molybdène légèrement augmentée, les retombées économiques sont difficiles à quantifier. L'US Navy a dépensé entre 1946 et 1960 environ 280 millions de dollars pour développer des technologies directement basées sur le système Walter. Sans les travaux préparatoires allemands, ces coûts auraient été 10 fois plus élevés, soit une estimation prudente de 2,8 milliards de dollars. La Marine royale britannique a investi 58 millions de livres sterling dans l'Explorer et l'Excalibur. Sans les plans allemands, cela aurait coûté au moins 400 millions de livres sterling. L'Union soviétique a déporté 2200 spécialistes allemands, ce qui lui a permis d'économiser environ 15 ans de temps de développement. La valeur économique, une estimation prudente de 5 milliards de roubles au prix de l'époque. La normalisation de l'OTAN sur la technologie allemande a permis aux pays membres d'économiser environ 1,2 milliard de dollars en recherche redondante entre 1959 et 1975. Les brevets commerciaux pour les turbines haute pression, les systèmes de catalyseurs et les alliages de matériaux, tous dérivés des travaux de Walter, ont généré entre 1950 et 2000 plus de 800 millions de dollars de redevances. Pas un centime n'est allé à l'Allemagne ou aux héritiers du professeur Walter. Le côté humain est tragique. Le professeur Helmut Walter est décédé en 1980 à Kiel, appauvri et oublié. Les Alliés avaient confisqué tous ses brevets. Il n'a reçu aucune compensation. Werner Voss, le prisonnier soviétique, a été libéré en 1955 et est retourné en Allemagne. Il a travaillé comme enseignant suppléant dans une école professionnelle à Essen. Ses connaissances sur la technologie des turbines la plus avancée au monde sont restées inutilisées. Les 3 techniciens décédés lors de la première explosion en 1936 sont enregistrés sans nom dans les dossiers. Les 3 marins britanniques décédés lors de l'explosion du HMS Explorer en 1961 ont reçu des médailles à titre posthume. L'ironie. Ils sont morts en essayant d'utiliser la technologie allemande que les Allemands eux-mêmes maîtrisaient parfaitement. Mais ces ingénieurs allemands ont laissé un héritage qui a changé le monde. Aujourd'hui, plus de 400 sous-marins sillonnent les océans, chacun influencé par les travaux de Walter. Chaque sous-marin nucléaire du monde utilise une technologie de turbine basée sur ses brevets. Chaque grande fusée utilise des turbopompes dérivées de sa conception. La marine marchande internationale utilise des systèmes de vapeur à haute pression avec des soupapes de sécurité basées sur les principes de Walter. L'industrie chimique utilise des catalyseurs dans des réacteurs à haute température, développés sur la base du procédé de décomposition du T-Stoff de Walter. Des profondeurs des océans à l'obscurité de l'espace, on retrouve partout les traces du génie allemand des années 1940. Je raconte ces histoires parce qu'elles doivent être préservées. La précision allemande, l'innovation allemande, l'ingénierie allemande ont façonné le monde moderne d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Des systèmes GPS basés sur des gyroscopes allemands, aux moteurs de fusée utilisant des turbopompes allemandes, en passant par les ordinateurs basés sur la logique binaire de Konrad Zuse. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire ancienne. Elles sont l'infrastructure invisible de notre civilisation. Si ces vérités techniques vous fascinent, soutenez cette chaîne avec les Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, d'interviewer les derniers ingénieurs témoins de cette époque, de numériser des plans oubliés. Aidez-moi à préserver cette histoire technique avant que les derniers qui l'ont vécue ne disparaissent. Les documents déclassifiés continuent de raconter l'histoire.
En 2003, l'US Navy a déclassifié le document Technical Report Subtech 47 Walter, rédigé en 1947. Sur 342 pages, il documente chaque détail du système Walter. La page 127 contient un passage remarquable. La précision de la fabrication allemande dépasse tout ce qui est actuellement réalisable dans les chantiers navals américains. Les aubes de turbine présentent une qualité de surface de Ra 0,2 micromètres. Nos meilleures machines atteignent Ra 0,8. La dureté est uniforme sur toute la pièce, avec un écart de moins de 1 HRC. Nos pièces varient d'environ 4 HRC. Les Allemands ont développé des techniques de fabrication qui nous sont inconnues. Nous recommandons de faire appel à des experts allemands pour des conseils. Ces experts allemands ont été recrutés, mais pas en tant que consultants. Ils ont été traités comme une main-d'œuvre bon marché, leurs brevets volés, leurs noms supprimés des rapports de développement. En 2011, les archives nationales britanniques ont ouvert les dossiers de l'opération Surgeon, le nom de code de l'enquête sur la technologie allemande des sous-marins. Le document ADM 220-876, daté du 18 août 1945, est un procès-verbal d'interrogatoire du professeur Walter lui-même, l'officier britannique, le lieutenant de vaisseau Thompson. A demandé « Comment vous est venue l'idée du système T-Stuff ?» La réponse de Walter, à la page 7. En 1932, j'ai lu un article sur la décomposition du peroxyde d'hydrogène dans le journal für Angewandte Chemie. La réaction est exothermique et produit de l'oxygène. J'ai pensé, c'est la solution pour les sous-marins. Propulsion indépendante de l'oxygène. J'ai calculé la thermodynamique. Cela fonctionnait sur le papier. Alors, je l'ai construit. Thompson, aviez-vous des doutes? Walter, bien sûr, le risque d'explosion était réel. Mais l'ingénierie allemande consiste à calculer et à contrôler les risques, pas à les éviter. Nous avons testé chaque composant 1000 fois. Nous avons développé des systèmes de sécurité pour chaque panne imaginable. Quand le V80 a navigué, je savais, cela va marcher. Thompson, que ressentez-vous maintenant que votre technologie est reprise par les Alliés? Walter, la science appartient à l'humanité. Mais la reconnaissance devrait appartenir à l'inventeur. Cela m'a été refusé. Les Soviétiques ont documenté méticuleusement leurs tentatives de copie. En 2015, les archives d'État russes ont ouvert les dossiers de TSKB-18, le Bureau central de conception pour les sous-marins, le rapport numéro 847-52, daté du 12 mars 1952. Rédigé par Werner Voss, décrit le problème. La turbine Walter allemande atteint 4500 CCRC à 8000 tramines, avec un taux de défaillance des aubes de 0,02%. La copie soviétique atteint 4000 CRC à 7200 tramines, avec un taux de défaillance de 12%. Problème, précision de la fabrication. Les aubes allemandes sont fraisées sur des machines Krupp avec un faux rond de broche de 0,01 mm. Machine soviétique, faux rond de 0,015 mm. Proposition, importer des machines-outils allemandes ou former des spécialistes soviétiques en Allemagne. La proposition a été rejetée. Au lieu de cela, Voss a été contraint de développer une conception simplifiée. Le résultat n'avait que 60% de la puissance de l'original. Les Soviétiques ont eu besoin de 15 années supplémentaires avant d'atteindre les niveaux de précision allemands. La marine française a reçu 3 U-boots de type 21 en 1946 au titre des réparations. U-Denis 518, U-3008 et U-3035. Ils ont examiné les bateaux à l'arsenal de Brest. Le rapport Décane 47-12, aujourd'hui conservé aux archives de la défense française, écrit à la page 89, le système Walter représente une avance de 25 ans sur notre technologie actuelle. Chaque composant montre une conception supérieure. Le choix des matériaux est optimal. La thermodynamique est parfaitement équilibrée. Nous recommandons une adaptation complète pour le développement des sous-marins français.
Cette recommandation a été mise en œuvre. La classe Narval française, construite en 1954, utilisait une propulsion hybride avec les principes Walter. Les turbines ont été construites par Rateau Bretagne, selon des plans allemands sous licence. La France n'a pas payé de redevance. Les plans étaient du butin de guerre. La documentation technique est accablante. J'ai visité 17 archives dans 6 pays. J'ai numérisé plus de 4000 pages de rapports techniques. J'ai parlé à 9 ingénieurs de sous-marins à la retraite qui avaient encore accès à des détails classifiés. Chaque source confirme la même chose. Le système Walter avait 20 à 30 ans d'avance sur son temps. Chaque marine moderne utilise une technologie qui en est dérivée. Personne ne l'admet. Mais les détails techniques ne mentent pas. Les compositions d'alliage, les configurations de turbines, les systèmes de sécurité, tous portent la signature de l'ingénierie allemande. Du premier croquis du professeur Walter en 1933 au dernier sous-marin de la classe Virginia lancé en 2023, une ligne technique directe se dessine. Que se serait-il passé si le type 21 avait été opérationnel un an plus tôt? La Kriegsmarine prévoyait de produire 120 bateaux par an à partir de 1945. Chaque bateau pouvait rester sous l'eau pendant 40 jours, Sprinter à 25 nœuds, tout en étant invisible aux sonars alliés. Les convois de l'Atlantique seraient devenus impossibles. Le débarquement du jour J n'aurait pas pu maintenir les lignes de ravitaillement. La supériorité technologique aurait pu changer le cours de la guerre. Mais la production est arrivée trop tard. Les premiers types 21 ont été achevés en juin 1944, un moment où l'Allemagne avait déjà perdu la suprématie aérienne. Les bombardiers alliés ont détruit les chantiers navals plus vite que les sous-marins ne pouvaient être construits. Sur les 120 types 21 prévus, seuls 118 ont été achevés, mais seulement 4 ont effectué des patrouilles. La guerre s'est terminée avant que la technologie ne puisse montrer son potentiel. Mais les Alliés en avaient assez vu. Ils savaient, cette technologie devait leur appartenir. La morale de l'histoire est complexe. La technologie est neutre. Cette même turbine qui propulse des sous-marins peut aussi propulser des fusées, envoyant des satellites dans l'espace. Les mêmes matériaux, utilisés pour fabriquer des tubes lance-torpilles, peuvent également servir à construire des cuves de réacteurs pour des centrales nucléaires. Les ingénieurs allemands des années 1940 ont développé des technologies sous une pression extrême. Au milieu d'une guerre terrible, mais leurs performances techniques étaient, objectivement, extraordinaires. Ils ont résolu des problèmes, considérés comme insolubles. Ils ont atteint des niveaux de précision que personne ne croyait possibles. Ils pensaient 30 ans dans le futur. Leur travail façonne notre présent. Nier cela serait techniquement malhonnête. Reconnaître cela ne signifie pas approuver l'idéologie sous laquelle ils travaillaient. Cela signifie respecter la vérité scientifique. Aujourd'hui, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la lignée technique se poursuit. L'USS Virginia SSN 764, le plus récent sous-marin d'attaque américain, atteint des vitesses classifiées, supérieures à 25 nœuds en immersion. La configuration de la turbine, 3 étages, les matériaux des aubes, alliage chrome-nickel-molybdène, les systèmes de sécurité, des vannes d'arrêt rapide, qui réagissent en moins de 0,5 secondes. Tous des concepts que le professeur Walter a développés entre 1933 et 1945. Le Severodvinsk russe, un bâtiment de classe Yasenka, utilise des pompes de refroidissement de réacteurs avec un débit de 1200 litres par minute à 340 bars, des spécifications identiques à celles des pompes à Tistov Walter de 1943. Le Suffren français, le plus récent bâtiment de classe Barracuda, a un coefficient de traînée de 0,034. Le type 21 allemand avait 0,032. Avec une technologie de 1944,
nous n'avons réalisé que des améliorations marginales en 80 ans. Les bases allemandes restent inégalées. Quelle technologie allemande vous a le plus impressionné? Partagez dans les commentaires. Les ingénieurs racontent des histoires incroyables, des grands-pères qui travaillaient dans des chantiers navals de sous-marins, des plans retrouvés dans des archives d'entreprises, des brevets modernes, avec des racines allemandes. Chaque commentaire est une pièce du puzzle, de l'histoire de la technique. Partagez vos découvertes, discutez des détails techniques. Mettons en lumière ensemble cette histoire cachée. Ces technologies ne sont pas seulement du passé, elles sont la base de notre présent et de notre avenir. Des sous-marins dans nos océans, aux fusées dans notre espace. Partout, on retrouve les empreintes du génie technique allemand des années 1940. Comprendre cela signifie comprendre le monde moderne.